Je voudrais remercier en premier mes collègues élus alors je vais essayer de ne pas l'oublier, le maire de Palot, le maire de l'Écluse, le maire de Servères, le maire député président de la communauté de communes d'Argelès. Il n'y a pas d'autre maire. Non. Il y a des élus, premier adjoint, deuxième adjoint, il y a beaucoup d'élus. Et bien sûr, je gardais pour la fin, justement, pour les remercier de nous accueillir, les élus du Bagnoul, si je dois excuser monsieur le maire qui est fatigué et qui ne peut pas assister à cette réunion. Donc, je vais vous présenter et vous dire pourquoi on est là. Ensuite, Sylvain de l'agence d'urbanisme prendra la parole et vous présentera le projet. Et on essayera de répondre à toutes vos questions. Alors pour une fois, je pense que je lirai certaines réponses parce que comme il y a beaucoup de choses juridiques, que je ne suis pas un juriste, ou je vous répondrai, puisque monsieur le maire n'est pas là, à Serré, on a fait une première réunion à Serré où c'est souvent le maire qui a répondu, puisque c'était sur sa commune. Et en plus, nous avons, vous savez, pour ce document, nous avons un cabinet d'avocats qui nous suit. Donc, madame est avocate et est à votre disposition aussi pour toutes les questions que vous voudrez ou que vous aurez envie de poser. Nous, notre but, justement, c'est d'aller au contact et d'essayer de répondre et d'expliquer ce qu'est déjà le SCOT. Donc, j'ai remercié les maires, j'ai remercié le personnel, Hélène et l'agence d'urbanisme, mais je dois vous remercier à vous d'être venus à cette réunion pour participer à cet exercice. Doit donner lieu à l'ouverture d'une concertation pour que les usagers et administrés puissent avoir connaissance du projet et puissent apporter leurs observations qui seront ensuite discutées et arbitrées par les élus. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans cet objectif de mise en œuvre d'une concertation. Alors on fera 3 réunions, la première est à Serré, la deuxième est à Bagnoul, et de même on va à Argelès pour essayer de cibler un peu tout ce territoire de 22 communes. Donc le SCOT est un projet de territoire qui concerne 22 communes représentant une population de plus de 60 000 habitants. C'est un projet qui a besoin de réflexion, d'analyse, de maturation pour faire converger les différentes politiques publiques en matière d'urbanisme, de déplacement, d'habitat, d'équipement. Donc, aujourd'hui, je pense que la population ne sait pas et ne connaît pas l'importance de ce document. À Serré, la salle était complète, enfin la salle était remplie. Hein. Mais c'est jamais facile de sensibiliser les gens sur des documents qui prévoient, enfin, qui sont importants pour les 20 ans à venir. C'est un projet qui est le fruit d'un consensus entre les intérêts parfois divergents de communes, de partenaires institutionnels, d'organisations représentatives du monde économique, agricole, artisanal, puisqu'on a eu de nombreuses réunions, parfois des réunions d'une journée, par exemple pour l'agriculture, avec tous les professionnels, la Chambre d'agriculture, tous les syndicats, pour réfléchir sur l'agriculture sur ce territoire. On a fait la même chose pour l'habitat, on a fait la même chose pour l'économie, on a essayé justement de réfléchir ensemble pour ces 22 communes.
Nous avions eu l'occasion d'échanger une première fois l'an dernier, au mois de mars, dans cette même salle. C'était ici ou c'est non? C'était à Novelty. Autour du projet politique du SCOT exprimé par le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Les deux ambitions inscrites au PADD, je les rappelle, visent tout d'abord à préserver et à valoriser les atouts du territoire autour de ces paysages, ainsi que de ses ressources. Pour cela, nous nous engageons, au travers de diverses orientations, à protéger les ressources, comme l'eau. Et je pense qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui en réunion Alexandre Pignot, qui est président du SAGE du TEC. Et si vous voulez des renseignements sur l'eau, vous verrez qu'il y a des options, je dirais, essentielles pour le développement du territoire et pour l'avenir du territoire, qui fait qu'on sera obligé vraiment d'y réfléchir sur cette ressource. Et il y a mon ami Marcel qui, lui, comme je suis président du SCOT, je suis invité à de nombreuses réunions sur les nappes souterraines de la plaine de l'océan, etc. Marcel qui est toujours présent, et je dois dire qu'il nous représente bien au SCOT, puisqu'il est toujours à toutes les réunions. Je dois le dire quand c'est la vérité. Hein. Et les milieux, et aussi à soutenir l'agriculture et la civiculture. Ensuite, à offrir un cadre de développement harmonieux. Pour ce faire, nous souhaitons organiser et structurer l'habitat et les zones urbaines. Nous voulons également promouvoir une offre économique structurante et requalifier les zones existantes qui participent à l'image du territoire et à son attractivité. Nous avons souhaité également, pour protéger et mettre en valeur l'espace littoral, et je pense qu'aujourd'hui, ce sera un axe essentiel que vous attendez, dans son interface mer-terre, réaliser un chapitre individualisé, voilà un schéma de mise en valeur de la mer. Travail complexe et novateur. Peu de schémas de mise en valeur de la mer sont en application en France, ce qui a requis, bien sûr, de l'expertise et du temps. Et c'est pour ça, essentiellement, qu'aujourd'hui, on a demandé non. Je mens, parce qu'elle assiste à toutes les réunions avec nous, elle était à Serret, et aujourd'hui, elle est à Banous. Mais je l'ai sensibilisée sur ce point-là, en lui disant qu'on risquait d'avoir un maximum de questions là-dessus. Aujourd'hui, les débats porteront sur le document d'orientation et d'objectifs, le DO, qui va venir préciser et décliner par des dispositions prescrites les ambitions du PADD, du projet d'aménagement et de développement durable. Bien sûr, je laisserai l'agence d'urbanisme vous présenter les règles que nous souhaitons mettre en place, axées sur les 4 grands principes suivants, qui ont été votés par tous les élus et qui ont été adoptés par le SCOT. Premièrement, réconcilier l'urbanisme avec l'agriculture et l'environnement, avec l'instauration de coupures vertes entre les communes, l'identification de zones agricoles à fort potentiel. Et Sylvain vous en parlera. Sylvain étant le directeur, ça me fait drôle, monsieur le directeur, depuis le temps qu'on se voit. Hein. Deuxièmement, organiser les grands équilibres entre les espaces, avec l'identification de 2 pôles structurants, Serret-le-Boulou et Argelès-sur-Mer, et la répartition équilibrée d'une production de logements publics, privés, social, par secteur, la Côte-Vermeille, les Alberts et le Val-Espire. Et vous verrez, soyez attentifs parce que je sais que ça vous intéresse aussi, en fait tout vous intéresse. Dans ces secteurs, il y a un nombre de logements qui est prévu et autorisé dans un laps de temps. Et si une commune faisait beaucoup d'appartements
d'appartements ou de logements, eh bien, c'est les communes du même secteur qui vont demander à régulariser, puisqu'il faut qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait un qui prenne tout et que les autres tournent autour de la table. Hein? Donc, ça aussi, je demanderai à Sylvain de l'expliquer pour que les gens qui n'ont pas suivi le SCOT puissent voir ce que prévoit le SCOT. Troisièmement, maîtriser l'étalement urbain par la mise en œuvre d'un renouvellement urbain et le développement de modes doux de déplacement des transports en commun. Puisque vous savez que l'idée essentielle de ce SCOT a été qu'en 10 ans, ce territoire avait utilisé le même espace que nos anciens en 100 ans. Donc il fallait prendre ça comme axe rouge ou fil rouge de toutes nos réflexions. Quatrièmement, promouvoir un développement vertueux sur le littoral au travers du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer. L'approbation du SCOT s'inscrit aujourd'hui dans un calendrier serré, en lien avec la mise en œuvre par l'État du schéma départemental de la coopération intercommunale. Donc je voudrais donner une précision là-dessus. Vous savez aujourd'hui que toutes les communes du département devraient faire partie d'une intercommunalité. Et le préfet va obliger ceux qui ne sont pas dans une intercommunalité à rentrer dans une intercommunalité le 1er janvier 2014. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça doit faire combien? 6 ans qu'on travaille sur le SCOT. 6 ans. De nombreuses réunions, beaucoup de temps, beaucoup de documents, vous verrez, on vous les montrera. Et si le SCOT n'est pas arrêté, au moment où le préfet signera la nouvelle intercommunalité, tout ce qui aura été fait avant, eh bien, ne pourra pas être pris en compte. Donc vous voyez un peu, quand je dis que nous avons un calendrier serré, je dirais, au-delà de serré, impératif. Donc l'arrêté du SCOT qui viendra concrétiser des années de travail, de multiples réunions entre les élus, l'agence d'urbanisme, les acteurs socio-économiques du territoire, est programmé pour le 1er mars. Nous intégrerons, bien sûr, vos différentes observations dans les dernières réflexions que nous allons mener jusqu'à cette date. Donc aujourd'hui, vous posez des questions, on essaie de vous répondre. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, on les notera. Et bien sûr, comme j'ai dit en préambule, on en reparlera en conseil de SCOT, hein, et les élus, eh bien, décideront un peu de toutes les remarques qu'on nous a faites. La dernière fois, il y a eu beaucoup de remarques qui nous ont été faites et qui ont été prises en compte et qui seront exposées aux élus. Nous engagerons ensuite une nouvelle phase de concertation avec les personnes publiques associées pour recueillir leurs avis, ou leur avis plutôt, sur le projet. Et enfin, le projet SCOT sera à nouveau soumis à une enquête publique pour être définitivement approuvé, nous l'espérons, au mois de septembre. Donc notre but aujourd'hui, c'est bien sûr d'informer, d'essayer d'informer le plus de monde possible, et vous verrez, il y a un site, on vous dira tout ça. Et le but, c'est justement d'essayer d'avoir un maximum d'informations pour que ce document, eh bien, appartienne à la population et pas qu'aux élus qui ont fait et qui ont réalisé ce document. Alors, comme je sais que l'exposé est assez long, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à je ne sais pas qui commence, Sylvain, et ensuite, bien sûr, il y aura tout un volet
où vous aurez, vous, la parole. Merci, Président. Bonsoir. Donc, effectivement, je m'appelle Sylvain Tchaikovsky, je suis directeur de l'agence d'urbanisme catalane, et je vais faire cette présentation avec Céline Fontray, qui est également donc, chargée de mission à l'agence d'urbanisme. Alors, notre présentation, elle se fait à partir d'une vingtaine de diapositives. C'est vraiment une présentation synthétique, puisque vous savez, aujourd'hui, on vous présente le projet de document d'orientation et d'objectifs qui a été établi par les élus du syndicat mixte du SCOT. Et c'est vrai que ce document est relativement copieux, structuré, il fait près de 160 pages, 2 grandes cartes de synthèse, et ces éléments, si vous ne les avez pas déjà consultés, sont consultables sur le site du scotlitoralsud.fr. Alors, le président Molly l'a dit, le projet de document d'orientation et d'objectifs du SCOT Littoral Sud, SCOT Schéma de cohérence territoriale, c'est un projet de territoire qui s'établit à l'échelle des 22 communes. Vous avez là une carte qui reprend le périmètre du SCOT tel qu'il est élaboré aujourd'hui. Principalement 2 communautés de communes, la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille, la communauté de communes du Val-Espire, 3 communes isolées. Voilà le périmètre du SCOT. À l'intérieur de ce périmètre du schéma de cohérence territoriale, on le verra un peu plus tard, un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer vient préciser les orientations, comme l'a dit le président, sur la question de l'interface entre terre et mer. Diapositive suivante. Alors, quand même rappeler les principales étapes de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Nous sommes aujourd'hui réunis dans un 3e temps de concertation intermédiaire, de réunion publique. On est juste après le MOV, pour venir vous présenter non seulement le projet de document d'orientation et d'objectifs, le DO, mais associé, annexé à ce document d'orientation et d'objectifs, la loi a prévu que le document d'orientation et d'objectifs soit précisé sur la partie aménagement commercial. Donc on fera une présentation rapide aussi du volet de ce qu'on appelle le DACOM, le document d'aménagement commercial. Et puis bien sûr, on viendra présenter le chapitre individualisé valant SMVM, qui est bien sûr intégré au schéma de cohérence territoriale. Ces documents qui en fait ont une valeur d'opposabilité juridique, c'est-à-dire qu'ils vont s'imposer aux plans locaux d'urbanisme, aux cartes communales quand il en existe, mais principalement aux plans locaux d'urbanisme, dans un rapport de compatibilité. Une fois que le SCOT sera rendu opposable, eh bien, ces éléments ont été bâtis sur la base des étapes précédentes. Alors je les rappelle rapidement, pour ne pas être trop long. Nous étions venus vous voir l'an dernier pour un moment de concertation sur le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui est en fait le projet politique qui fixe les objectifs, les orientations politiques du SCOT. Ce PADD avait lui-même été construit sur la base des éléments de diagnostic et de l'état initial de l'environnement, c'est-à-dire en gros de la photo de l'environnement et des enjeux qui avaient été identifiés en termes de dynamique démographique, de dynamique économique, sociale, etc., dans les années précédentes. Donc on arrive au bout d'un cursus d'élaboration relativement long à l'échelle de ces 22 communes, mais pour autant, le travail n'est pas terminé, puisque il est prévu donc une séance du comité syndical le 1er mars pour arrêter le projet de SCOT, et après, donc, il y a toute une phase, notamment d'enquête publique, qui est prévue à la fin du 1er semestre de cette année, et qui, là aussi, permettra de recueillir l'assentiment du public, des personnes publiques associées, etc. Diapositive suivante. Alors aujourd'hui, le document d'orientation et d'objectifs, je l'ai dit, se décline dans un chapitre valant SMVM et dans un DACOM. Ce qui est important de rappeler, ce qui est très spécifique à l'élaboration de ce schéma de cohérence territoriale, c'est bien sûr ce SMVM, comme on l'appelle. Ce SMVM vient préciser les modalités d'application de la loi littorale.
Vous savez, la loi littorale, c'est une loi qui vise à protéger, mais aussi à aménager pour assurer une mise en valeur des espaces terrestres et maritimes du littoral. Donc cette partie d'élaboration du SCOT se fait en co-élaboration avec les services de l'État. Le SCOT, c'est l'affaire des élus, mais le SMVM est co-construit en fin de compte, notamment avec le préfet qui donne son accord sur le périmètre du SMVM, et l'État est aussi vigilant sur les contenus qui sont apportés dans le cadre de ce chapitre individualisé. Alors, on repart du PADD, je serai bref, les deux ambitions, le président Mauly les a donc rappelées dans son introduction. Ces deux ambitions se traduisent aujourd'hui dans le projet de document d'orientation et d'objectifs dans trois grands axes, trois chapitres qui s'articulent les uns aux autres. Et ces trois grands axes, eh bien, en fait, forment la structure, l'architecture d'ensemble du document d'orientation et d'objectifs. Le premier comprend donc un ensemble de mesures donc très concrètes qui visent à préserver et valoriser les atouts du territoire, ses ressources et ses paysages. Cette première partie sera présentée juste après par Céline. Deuxième partie qui vient quelque part en complément, vise donc à présenter des mesures très concrètes pour offrir un cadre de développement harmonieux sur le territoire du SCOT. Et puis la troisième partie que je présenterai, elle présente un ensemble de mesures très concrètes pour justement décliner le chapitre individualisé la mise en valeur de la mer. Alors maintenant c'est à toi. Bonsoir, donc je vais tout d'abord vous présenter les mesures qui visent à préserver les ressources naturelles et les paysages du territoire. Donc la première d'entre elles concerne la protection des espaces agricoles, avec l'identification de certains secteurs agricoles à protéger très strictement de l'urbanisation. Donc ces secteurs, ce sont les espaces irrigables par les canaux et les cours d'eau, y compris ceux qui sont en friche, ainsi que les parcelles viticoles AOC du cru Banyuls-Collioure. Sur ces espaces, l'urbanisation est proscrite. Néanmoins, il est possible, dans le cadre de certains projets, de déroger à cette règle. Ces projets, donc, ce sont les programmes d'intérêt généraux, type passage de THT, et les projets stratégiques pour le territoire, projets stratégiques et structurants. Sur le reste, donc les espaces, là par exemple sur l'extrait qu'on a à la carte, les espaces que vous voyez en marron au niveau au-dessus de d'Argelès, pardon. Là ce sont des espaces strictement protégés et on voit aussi dans le petit tankard violet tous les espaces du cru AOC Banyuls-Collioure. Sur les autres espaces qu'on voit apparaître en vert et en jaune sur la carte, il n'y a pas d'interdiction stricte d'urbaniser, mais par contre une série de préconisations qui visent à limiter l'impact de l'urbanisation, notamment grâce à un urbanisme qui économise l'espace, en densifiant, en évitant de construire le long des routes. Également en instaurant des coupures vertes entre les communes, on y reviendra plus tard, et en respectant toutes les circulations écologiques. On a ensuite dans cette partie toute une série de mesures qui ne sont pas réglementaires mais qui sont des mesures incitatives, des préconisations pour encadrer harmonieusement le développement donc dans le respect des ressources, de la biodiversité, de la protection et de la santé des personnes également. Ça concerne plusieurs thématiques, une première sur les milieux aquatiques et l'eau. Donc par exemple, pour cette thématique, il est préconisé d'étendre l'urbanisation uniquement dans les secteurs qui sont, où il y a des débits suffisants de prélèvement en eau potable. Une seconde thématique concernant l'économie d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Là-dessus, les PLU doivent faciliter en fait, le développement des installations liées aux ENR, notamment tout ce qui est énergie solaire et bois énergie,
donc en permettant leur implantation et en facilitant leur implantation au travers des règlements. Et donc il y a également des précisions qui sont apportées sur le développement du photovoltaïque plein champ. Certains endroits doivent être évités, notamment les espaces agricoles dont on a parlé tout à l'heure, mais également les massifs. Et par contre, on doit privilégier tous les espaces de délaissés, notamment autour des routes ou des lignes ferroviaires. Ensuite, il y a différentes mesures concernant la protection des milieux naturels d'intérêt écologique. Pour cela, il faut continuer à les identifier en permanence. Ensuite, adopter des mesures de protection de ces espaces, en les classant notamment, en les inventoriant, et ensuite les décliner et les valoriser à travers les trames vertes et bleues, donc à travers une trame qui couvre tout le territoire et au sein desquelles on valorise ou on protège ces espaces. Voilà. Et ensuite, il y a donc différentes préconisations qui concernent également la protection des massifs boisés et la sécurité publique, notamment ce qui concerne la prévention des risques, avec des préconisations pour justement urbaniser dans les endroits les moins exposés aux risques, en droite ligne de ce que dit la loi, mais enfin c'est largement rappelé dans le document. Ensuite, sur cette première partie, un volet important qui est consacré au paysage, puisque c'est vraiment une richesse importante du territoire. Donc pour préserver ces paysages, il est indispensable de minimiser l'impact visuel de l'urbanisation. Pour cela, il y a plusieurs mesures qui ont été identifiées. D'abord, freiner l'étalement urbain et le mitage des espaces, en particulier au niveau de 4 types d'espaces. Les échappées urbaines, donc là on peut penser par exemple au niveau du Boulou, aux Chartreuses du Boulou. Éviter également d'urbaniser le long des routes. On a là un petit peu un exemple au niveau des Alberts, entre les communes de La Roque, Sorède, Villongue. Canaliser l'habitat diffus et éviter son développement, donc par exemple sur la partie sud-ouest d'Argelès, sur le littoral, canaliser cet espace-là. Et aussi sur la côte, et en particulier sur Argelès, requalifier les espaces de camping, limiter leur extension, voire l'interdire. On y reviendra plus tard. Voilà. Ensuite, toujours pour préserver les paysages et les paysages urbains, cette fois-ci, il est important d'identifier des coupures urbaines entre les communes et faire en sorte que le développement des communes ne s'adosse pas à celui des communes voisines. Enfin, il y a une approche paysagère au niveau des zones d'activité et des bâtiments économiques où il y a tout un ensemble de préconisations pour revaloriser, requalifier les zones d'activité qui sont sur le territoire. Au niveau du paysage littoral, le SCOT doit venir préciser les modalités d'application de la loi littorale. Une fois ces précisions apportées, les PLU devront obligatoirement intégrer ces dispositions. Donc, ce qu'il est demandé, c'est en fait d'identifier ce qu'on appelle les espaces proches du rivage. Là, on voit sur la photo qu'il y a de Banyuls, je ne sais pas si on le voit très bien, mais il y a un petit trait rouge en pointillé en fait, qui se situe à une distance qui n'est pas toujours la même de l'eau, qui identifie en fait ici les espaces proches du rivage. Donc au sein de ces espaces proches du rivage, on peut urbaniser, mais en étant bien soucieux de limiter cette urbanisation. Donc là, en l'occurrence, les projets d'urbanisation à venir dans les 15 ans futurs représentent 3% de l'ensemble du projet total de zones nouvellement urbaines ouvertes à l'urbanisation, et 7% des zones bâties qui sont dans les espaces proches du rivage à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est bien clair, vous me redemanderez des précisions. C'est pas clair. Donc on a identifié en fait une trentaine d'hectares de projets d'urbanisation dans les 15 ans à venir au sein des espaces proches du rivage. Ces 30 hectares, ça représente 3% de l'ensemble des projets d'urbanisation de tout le territoire du SCOT. Et ça représente 7%
des espaces bâtis qui existent aujourd'hui au sein des espaces proches du rivage. Là, vous voyez sur la photo, sur la partie gauche de la photo, on voit que ça, l'espace proche du rivage englobe une partie de la commune de Banyuls. Donc il y a quand même des espaces bâtis dans les espaces proches du rivage. L'urbanisation n'y est pas interdite, elle y est simplement limitée au maximum. Donc toujours dans un souci de préservation de l'environnement et des paysages, il y a 7 coupures d'urbanisation qui ont été identifiées entre les communes littorales. Et il y a également sur l'ensemble du littoral 100 hectares qui ont été cartographiés comme espaces remarquables, donc qui le sont à un titre de patrimoine naturel, paysager de l'ensemble de l'espace. Et sur ces espaces-là, l'urbanisation est formellement interdite. Seuls les aménagements légers sont tolérés en fait. Pour terminer sur l'approche paysagère, le SCOT permet aussi de donner on a identifié sur le territoire 7 entités paysagères. Ça veut dire que ce sont des communes qui partagent des paysages semblables. Et pour harmoniser un petit peu la manière de se développer et de bâtir, il y a un certain nombre de préconisations qui ont été développées pour chaque entité paysagère. Donc là, on vous a mis l'exemple de l'entité numéro 3 sur la carte, qui est celle des coteaux viticoles de la Côte-Vermeille. Et vous voyez toute une série de une petite feuille de route en fait, à respecter pour les communes. On va à présent passer à la deuxième partie, donc, qui est de renforcer l'attractivité du territoire. Alors, sur le territoire, dans les 15 prochaines années, il a été identifié l'accueil de 10 000 nouveaux habitants. C'est donc une croissance un peu volontaire, mais assez raisonnée. Donc, ce qu'on peut dire de pour accueillir cette population nouvelle, mais aussi pour satisfaire les besoins en logement des populations qui habitent déjà sur le territoire, mais aussi pour tenir compte de la demande en résidence secondaire, il a été donc estimé qu'on aurait besoin de 7 500 nouveaux logements d'ici 2028. Cette offre de logement, puisque l'un des objectifs du SCOT est aussi de travailler à l'équilibre de l'espace, elle a été modulée par territoire, sous-territoire, entre l'est et l'ouest du territoire, avec une envie aussi de rééquilibrer un petit peu le peuplement. Donc en fait, 40% de ces logements sera construit sur les pôles structurants que Sylvain a évoqué tout à l'heure, qui sont Céré-le-Boulou dans le Val-Espire et Argelès sur la partie Albert-Côte-Vermeille. Et on a affiché donc là le détail de la répartition de l'offre en logement. Donc on voit que ça représente du coup 5300 logements sur la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille, dont 1500 pour la commune d'Argelès, 2100 logements pour la communauté de communes Val-Espire, avec donc 1500 logements, pareil, sur les pôles Céré-le-Boulou. Juste aussi une dernière chose, si certains projets structurants pour le territoire qui n'ont pas été prévus à ce jour devaient apparaître, on laisse une marge de production de 1500 logements supplémentaires, donc 9000 logements en tout, qui seraient prioritairement à construire soit sur les pôles structurants Argelès, Céré-le-Boulou, soit au profit du Val-Espire, toujours dans un souci de rééquilibrage de l'arrière-pays. Un des points forts aussi du SCOT, c'est de traiter la consommation foncière par l'urbanisation du territoire. Donc il y a deux démarches qui sont complémentaires. Tout d'abord, requalifier le tissu urbain existant et donc densifier l'espace existant en utilisant les dents creuses, mais aussi en mobilisant le parc qui n'est pas utilisé aujourd'hui, le parc vacant, le parc dégradé, et également les résidences secondaires qui pour certaines sont très peu, qui sont habitées sur des temps très courts. Donc on estime donc que 15% de la production des logements à venir devra être réalisée sur le tissu urbain existant. Donc 15% des 7500 logements qui seront à mettre sur le marché.
Pour réduire la consommation d'espace, la deuxième mesure, c'est de bâtir plus compact. Pour cela, améliorer les densités de l'habitat, de tout ce qui est construit, de l'habitat. Actuellement, donc, on est sur une densité moyenne du SCOT qui est de 20 logements à l'hectare, avec des modulations selon les... Il y a des écarts selon les territoires. On bâtit un peu plus dense sur la Côte-Vermeille, un peu moins sur les Alberts, par exemple. Donc l'objectif commun, c'est 25 logements à l'hectare. Pour les raisons que je viens d'évoquer, on a modulé ces objectifs pour que chacun fasse un effort sur ces densités. Et donc les objectifs sur la Côte-Vermeille ainsi que sur le Val-Espire, c'est 30 logements à l'hectare. Et sur la plaine, dans les Alberts, c'est 20 logements à l'hectare. Les zones d'activité sont également concernées par la densification et donc il s'agit de densifier un peu tout ce qui a déjà été bâti donc, avant d'ouvrir à nouveau l'urbanisation. Donc pour toute ouverture qui se situe entre 3 et 5 hectares selon le type de zone, sera d'abord réalisée une étude de densification de ce qui existe déjà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, par rapport à l'offre de logement qui est programmée et par rapport aux objectifs de densité, il y aura environ 350 hectares qui seront consommés pour l'habitat. Et avec les mesures d'augmentation de la densité, on économisera en 15 ans une centaine d'hectares par rapport à un scénario fil de l'eau en fait. En ce qui concerne plus spécifiquement l'offre en logement, l'effort important qui apparaît dans le scope, c'est de pouvoir proposer une offre accessible aux ménages modestes et aux revenus intermédiaires. Donc pour ça, il y a des mesures qui sont prises en faveur du logement locatif social, de l'accession aidée également. Donc en ce qui concerne le logement social, d'ici 15 ans, il sera produit environ 1500 logements sociaux, c'est l'objectif. Et donc après, en fonction du nombre d'habitants qu'il y a dans les communes, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent pour pouvoir produire ces logements. Donc les communes de plus de 3000 habitants devront produire 15% de logements locatifs aidés, logements sociaux, et au moins 15% de logements en accession aidée. Donc ce qu'on appelle accession aidée, c'est les lotissements communaux. Sur le logement social, les communes de Cerbère et Port-Vendre en fait, sont exemptées de ces objectifs étant donné qu'elles répondent déjà aux critères de la loi par rapport à l'importance de leur parc en logement social. Elles veilleront toutefois à maintenir ce parc au niveau auquel il est déjà. Voilà. Et ensuite, donc pour les communes qui font moins de 300 habitants, il n'y a aucune obligation. Par contre, les communes dont la population est comprise entre 2000 et 3000 habitants sont invitées à tendre vers une part d'un tiers de logements aidés, que ce soit en locatif ou en accession. Et bien sûr, l'ensemble d'entre elles ont quand même l'objectif de fournir des efforts pour atteindre cet objectif commun. Donc pour ce qui concerne l'accessibilité du territoire, à court terme, bien sûr, c'est la route qui est le vecteur de déplacement essentiel pour le territoire. Donc on rappelle un certain nombre d'objectifs sur l'accès au territoire, concernant notamment les accès aux gares TGV, aéroports, et l'autoroute aussi au niveau du Boulou, qui est vraiment considérée comme une porte d'entrée sur le territoire. Et donc c'est un site à requalifier, peut-être y créer des aires de covoiturage, etc. qui montent un petit peu en puissance sur la desserte du territoire. Et il y a quelque chose d'assez important aussi qui est l'accessibilité au littoral en période estivale, avec la création d'une navette entre le Barcarès et Cerbère qui est proposée, et également entre le Boulou et le Pertus. Voilà. Sur le réseau intérieur, ce qu'on appelle réseau intérieur, donc il s'agit en fait de réaliser un certain nombre d'aménagements que vous connaissez peut-être parce qu'ils sont déjà un peu à l'étude depuis un certain nombre d'années. Donc le but, c'est d'optimiser au maximum le réseau routier existant pour éviter de créer trop de nouvelles voies et pour aussi permettre le développement des transports en commun sur ces voies.
Vous voyez, sur la côte Vermeille, on a les projets concernant la déviation de Banyuls, le passage entre Port-Vendre et Banyuls au niveau de Poly. En complément des déplacements routiers, et notamment dans le futur, on rappelle qu'en fait le but c'est quand même notamment pour protéger les espaces naturels et l'environnement, de construire un système de déplacement sur lequel on adosse le développement urbain. Donc ce système de déplacement, il est à la fois composé du fer, avec donc, ce qui est inscrit dans le document et qui ne dépend pas forcément des élus locaux, mais bon, c'est rappelé c'est un engagement en fait que porte le document. Enfin non, justement, c'est pas un engagement, mais c'est une volonté clairement affirmée. Donc d'une part de renforcer la ligne Perpignan-Cerbère et éventuellement d'envisager la réouverture de la ligne voyageurs entre Aisne et Céré. En ce qui concerne les transports en commun routier, donc c'est une bonne articulation entre le fer et les transports en commun Perpignan-Cerbère, améliorer ce fonctionnement, et éventuellement envisager la création de lignes entre Céré et Argelès, également de voir quelles sont les coopérations possibles au niveau du transfrontalier. Enfin, il s'agit de privilégier les modes doux. Donc, dans les communes, chaque commune qui compte au moins 1000 habitants devra réaliser un plan pluriannuel de déplacement pour indiquer un peu la prise en compte des déplacements interquartiers et l'intégration des modes doux dans les déplacements quotidiens. Et puis après, donc, il y a des mesures également concernant la création obligatoire de stationnement pour les 2 roues cyclables. Sur le volet économique, donc, on rappelle que chaque commune a un rôle essentiel à jouer dans le développement économique du territoire, autour notamment de filières traditionnelles dont il faut accompagner la modernisation, que sont l'agriculture et le tourisme. Donc il y a à la fois des mesures qui permettent de protéger les atouts de ces filières et aussi des mesures qui permettent d'encourager leur développement, de porter leur développement. Donc, par exemple sur la filière agricole, comme on l'a dit à l'introduction, de protéger certains espaces agricoles, et dans le même temps, les communes porteront en fait le soutien aux filières agricoles, notamment en favorisant l'installation d'agriculteurs, par exemple. En ce qui concerne l'offre économique et les parcs d'activités économiques, donc sur l'offre économique, c'est l'offre commerciale, pardon. Sur cette offre commerciale, on en a parlé, c'est le document d'aménagement commercial qui traite la question. Donc il rappelle que les commerces, services et équipements doivent être localisés en centre-ville pour amener de l'animation dans les centres-villes, donc éviter que les activités, notamment les activités libérales, soient délocalisées dans les périphéries, dans les zones d'activité. Le DACOM identifie également 7 centres urbains qu'il faut renforcer au niveau du commerce. Donc vous le voyez, ils sont situés sur les pôles structurants Céré, Le Pou, Argelès, mais également sur les communes de la côte Vermeille. Dans ces centres urbains, on accepte la création notamment de moyennes surfaces, grandes et moyennes surfaces. Oui. Ce sont des supermarchés qui seront intégrés en centre-ville avec pour. Les petits commerçants, ils vont devenir quoi? Oui, parce que si vous mettez des grands Excusez, je pense que où vous prenez le micro, n'engage pas un dialogue. Si vous voulez qu'on arrête là, on pose une question et on essaye de répondre. Mais n'essayez pas de répondre parce qu'on n'arrivera jamais à la fin. Excusez-moi, hein, c'est pour essayer qu'on a... On peut en débattre peut-être à l'issue de la présentation. Vous voulez poser votre question à la fin, vous la reposez, on termine, on en a pour 10 minutes encore. Et on... D'accord.
Donc, par ailleurs, sur l'offre commerciale, il y a 8 zones d'activité commerciale existantes qui ont été repérées. Donc elles apparaissent là dans les petits carrés. En dehors de ces zones, aucune nouvelle zone commerciale ne sera créée sur le territoire dans les 15 ans à venir. En ce qui concerne les parcs d'activité économique, donc on identifie 3 types de parcs. Les parcs d'activité de proximité, comme on a par exemple à Saint-Génis. On a également 4 parcs territoriaux structurants qui sont situés sur Céré, Le Boulou, Argelès, qui sont des parcs de plus grande ampleur et qui accueillent des activités plus diversifiées. Et également 6 sites économiques spécialisés, notamment dans les domaines de l'industrie et de la santé. Donc, par exemple, le parc de santé de Banyuls. Pareil, en dehors de ces sites qui ont été identifiés, il n'y aura pas de nouvelle création de parcs d'activité. Et d'importants critères qualitatifs ont été adossés à l'identification de ces zones pour améliorer la qualité architecturale et paysagère des zones, améliorer la densification, améliorer aussi les performances environnementales et énergétiques qui en lien avec ces zones. Sur le volet économique, le SCOT identifie aussi certains sites de projets stratégiques pour conforter le développement du territoire. Ce ne sont pas forcément des projets qui sont en cours, mais ce sont des projets potentiels. Donc on liste un certain nombre, le pôle médical à Céré, plateforme touristique dans le Val-Espire. Voilà, et donc vous pouvez voir les autres. On a pris l'exemple ici de l'agriparc et du hameau viticole qui pourrait être créé sur la côte Vermeille. Donc en fait, le projet est répertorié dans le SCOT et assorti de conditions de réalisation et de mise en œuvre. Donc là, sur ce projet, on aurait notamment la création du tour signal dédié à l'architecture du vin, la création d'un agriparc sur les communes de Collioure et en complément le hameau viticole qui est situé au niveau de la cave de Banyuls, qui serait un petit peu à conforter, à renforcer. Et les conditions de réalisation que le SCOT donne, c'est notamment de réaliser une étude paysagère du site du hameau viticole, d'affirmer la portée communautaire donc de la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille, d'apporter en fait d'affirmer le fait de mutualiser davantage le fonctionnement de la cave viticole et d'articuler les orientations de ce projet avec la charte paysagère du cru Banyuls-Collioure. Donc par rapport à tous ces points qu'on a évoqués au niveau de l'habitat, de l'économie et des déplacements, toutes ces préconisations et ces mesures dont on a parlé pourraient être valorisées au sein de 10 quartiers d'habitat durable qui sont un peu des projets pilotes en termes de développement durable. Donc parmi ces quartiers, il y en a 4 qu'on appelle des secteurs de projets d'intérêt supérieur qui sont situés sur Céré, Le Boulou et il y en a 2 à Argelès. Il y a également 6 quartiers qu'on appelle des quartiers de gare, donc à Argelès, Collioure, Port-Ventre, Banyuls. Et si la ligne était réouverte en direction de Céré, on pourrait imaginer la création de 2 quartiers au Boulou et à Saint-Jean-Plat-de-Corps. On a également parmi les projets pilotes des projets, ce qu'on appelle les projets 3000, qui sont en fait des projets qui commencent à être un peu importants, donc qui ont une surface de plancher qui excède les 3000 m². C'est-à-dire que c'est des opérations qui comptent au moins 30 logements. Donc sur ces sites pilotes, on a en fait tout un ensemble de prescriptions ou de préconisations assez fortes en matière de densité. Donc sur la densité, on est par exemple sur des densités de 35 logements à l'hectare. On préconise la mise en place de transports collectifs, de mixité sociale, donc les objectifs que j'ai cités tout à l'heure sur la production de logements sont renforcés. Diversifier les fonctions urbaines, donc bien faire le lien entre l'habitat, le commerce, les activités économiques sur ces zones. Et bien sûr, travailler les intégrations paysagères et environnementales. Voilà, je vais passer la parole à Sylvain pour qu'il vous présente avant le débat, qu'il vous présente le schéma de mise en œuvre. La troisième partie donc, du
Ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est que on a été amené à bâtir un périmètre de ce chapitre individualisé, en travaillant avec les services de l'État, puisque, comme je l'ai dit en introduction, cette partie emporte une coélaboration avec l'État. Donc une réflexion particulière a été engagée, on l'avait évoqué l'année dernière déjà au moment du PADD, pour justement aborder la fameuse question de la capacité d'accueil du territoire littoral. À partir de cette réflexion, un certain nombre de mesures ont été développées, notamment l'identification de la délimitation des espaces proches du rivage, sur laquelle s'adosse sur la partie terrestre le périmètre du SMVM. Et puis en mer, avec les services de l'État, et notamment après avoir pris l'avis du préfet maritime, il a été décidé d'arrêter le périmètre du SMVM en mer à 1 nautique, 1 mille marins à partir du trait de côte. Donc voilà, ça vous donne cette forme, cette carte du SMVM. Alors l'objectif, évidemment, c'est de préciser, je le dis bien, préciser les orientations de la loi littorale en matière de protection des espaces, d'aménagement des espaces, et bien sûr la spécificité du SMVM, c'est de définir les équipements existants ou en projet liés à la mer, de telle sorte qu'on puisse construire l'interface entre la terre et la mer. En fait, le SCOT, c'est l'affaire des élus. Et les schémas de cohérence territoriaux vont s'imposer aux plans locaux d'urbanisme de chaque commune. Donc c'est l'affaire des élus. La mer, c'est l'affaire du parc marin. Hein. Et le SMVM réfléchit à l'interface entre ces deux univers, très simplement. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en termes juridiques, le SMVM va s'imposer aux plans locaux d'urbanisme dans un rapport de conformité. Donc c'est un outil puissant. Tous les projets d'aménagement qui sont identifiés dans le SMVM pourront être développés par la suite par les collectivités, par les communes, mais uniquement ceux-là. Alors, premier axe du SMVM, c'est bien sûr de préciser les modalités d'application de la loi qui sont déjà définies dans le SCOT, que Céline a présenté tout à l'heure, donc précision de la loi littorale. L'objectif, évidemment, c'est d'aller dans le même sens que le SCOT dans sa partie terrestre, en renforçant donc les mesures en matière de renouvellement urbain, une orientation spécifique sur la requalification du site de Perfit, et puis bien sûr l'objectif c'est de gérer la surfréquentation sur ces espaces. On retrouve aussi en matière de préservation et mise en valeur des espaces maritimes et littoraux un certain nombre de mesures pour répondre aux exigences environnementales contre les pollutions, la question des rejets d'eau en mer, les équipements de traitement des déchets, les travaux d'aménagement de plage, etc. etc. A été décidé d'interdire tout projet d'éolienne en mer dans le périmètre du SMVM. Par ailleurs, le SMVM précise, repère les habitats remarquables et donc constitue les prémices d'une trame bleue marine qui sera vraisemblablement précisée dans l'avenir par les travaux du parc marin. Le SMVM prévoit aussi sur au large de l'Argelès un projet d'implantation de récifs artificiels donc, au large des plages d'Argelès. Et sur cette partie protection et mise en valeur des espaces maritimes, bien évidemment, la prise en compte des risques naturels a fait l'objet d'un certain nombre de mesures, notamment en favorisant le confortement des ouvrages de protection, de stabilisation, de restructuration dunaire, par exemple sur le littoral argelésien. Deuxième axe du chapitre individualisé SMVM, toujours en repartant donc, de cette étude de capacité produite l'an dernier, c'est de conduire une véritable stratégie d'accessibilité depuis les arrière-pays, donc depuis la terre vers la mer, et inversement, dans une approche plus maritime, depuis le large jusqu'à l'atterrissage, jusqu'au port.
Alors, cette stratégie d'accessibilité, pour justement gérer les problèmes de congestion qui ont pu être exposés, notamment en phase diagnostique, elle s'appuie d'une part sur la RD 914, qui est évidemment l'épine dorsale de l'accessibilité du territoire. On l'a déjà évoqué au travers des orientations du SCOT terrestre. L'objectif est de développer un réseau interurbain de navettes, notamment sur l'axe Argelès-Port-Vendre, voire Bagnous. Deuxième axe, favoriser le report de la voiture vers les autres modes de transport, train, bus, bateau, dès l'entrée du territoire. On voit qu'il y a un potentiel, le diagnostic a mis bien en évidence un potentiel de desserte, notamment par rapport à la voie ferrée d'Argelès-Cerbère, donc avec des cadencements de trains qui vont en s'améliorant d'année en année. Donc le SMVM prévoit notamment la création d'un parc relais sur le port d'Argelès pour justement permettre ces reports. En matière de troisième axe, donc de requalification de ce qu'on appelle la route bleue, c'est-à-dire la route littorale composée par les RD 81 et 114, avec la possibilité d'y adosser les transports communs des modes doux et aussi de fixer un certain nombre de règles de circulation pour limiter, voire interdire un certain nombre de types de véhicules, les camping-cars, les caravanes, à des moments clés, notamment dans l'année. Et puis par ailleurs, dans l'accompagnement de la requalification de cette route bleue, le SMVM a identifié l'ensemble des barreaux de liaison qui permettent d'aller jusqu'au trait de côte, jusqu'au rivage, et donc fixe un certain nombre d'orientations par rapport à ces chemins, ces voies d'accès aux plages par exemple, avec des mesures qui visent à l'aménagement, au principe d'aménagement, des stationnements, la gestion coordonnée de ces espaces, le retraitement des parkings de plage, etc. Bien sûr, toutes ces mesures doivent faire l'objet d'une déclinaison dans les plans locaux de déplacement qui sont rendus obligatoires. Et puis aussi un certain nombre de mesures visent plus spécifiquement les stationnements. Donc, notamment, pas de création sauf à proximité des gares routières, de nouvelles aires de stationnement. Et puis, le SMVM prévoit aussi une gestion des flux optimisée par des dispositifs technologiques de type panneau à message variable, comme ça peut exister à d'autres endroits, de façon à éviter que les véhicules n'arrivent sur les lieux de villégiature et s'aperçoivent qu'il n'y a pas de moyen de se garer, par exemple. Et puis côté mer, on a aussi, donc dans le SMVM, identifié un certain nombre de mesures qui visent à la promotion d'un transport maritime public, au moins saisonnier. Donc il rend possible le développement d'un projet de cette nature, notamment sur les lignes Argelès-Cerbère et rend possible la réalisation d'une gare maritime à Argelès. Sur la partie maritime encore, pour cadrer un petit peu la vocation maritime de certains nombres de ces espaces, le SMVM identifie des nouvelles zones de mouillage organisées et il limite très strictement, voire interdit, les logiques de mouillage forain. Par ailleurs, 2 sites potentiels de mouillage pour les grands paquebots, donc sur Bagnous et Poli, ont été identifiés justement pour proposer des solutions de repli lorsque ces bateaux ne peuvent pas rentrer à Port-Vendre. Alors, troisième axe du SMVM, c'est de viser une stratégie renouvelée pour le tourisme littoral. Très rapidement, le diagnostic a mis en évidence donc parfois une certaine obsolescence des équipements, de certains équipements touristiques. Donc l'idée c'est bien à l'horizon des 15 ans à venir, puisqu'on vise 2028, de relancer un certain nombre de projets, voire de requalifier les équipements existants, notamment en matière de projets de création d'hôtels et d'hébergement de standing qui seraient permis via les plans locaux d'urbanisme. Un principe fort de revalorisation des campings existants avec l'interdiction de création de nouveaux sites.
l'analyse des capacités d'accueil ayant montré qu'il y avait déjà suffisamment, a priori, d'implantation de cette nature. Donc il fallait conforter plutôt l'existant plutôt que de poursuivre des développements. Des aires de camping-car interdites dans la bande des 100 mètres, avec la création interdite dans le périmètre du SMVM de ces dispositions, de ces équipements spécifiques. Et puis d'autres mesures de type patrimonial, notamment l'identification de 9 sites patrimoniaux. Vous avez la liste en dessous là sur la diapositive, avec donc des possibilités. Le SMVM rend possible la requalification et le réemploi de ces sites à des fins touristiques, à l'image de ce qui a été notamment développé sur le secteur de Poly, et le projet de Poly devenant lui-même le cœur d'un projet de labellisation de grands sites de France qui pourrait être étendu d'ailleurs plus large. Alors, dernier point, et c'est, j'allais dire, le point d'atterrissage de la finalisation du SMVM, c'est de développer, d'organiser les équipements d'interface. Alors la première chose, on dit interface, évidemment c'est centré sur la question de l'offre portuaire. Mais un certain nombre de mesures dans le SMVM visent à développer d'autres dispositifs que simplement les équipements portuaires. On a notamment tout un volet qui préconise un certain nombre d'orientations en matière de développement de ports à sec, ou d'autres mesures qui visent au redéploiement des cales de mise à l'eau, de façon à favoriser l'accès à la mer. Alors, en matière d'offre portuaire, l'objectif défini dans le SMVM, c'est de structurer, de mettre à niveau l'offre portuaire. D'abord en mettant en réseau et en mutualisant les ports existants sur le littoral de notre SMVM. L'objectif du SMVM, c'est évidemment de conforter l'existant et de ne pas autoriser la création de nouveaux ports sur le littoral. Deuxième objectif, c'est d'optimiser la capacité d'accueil existante dans les ports. On le verra en termes de déploiement. Aujourd'hui, les ports du SMVM concernent en fait 5 ports pour 1805 places de bateaux, selon les données du parc marin. Et l'objectif du SMVM, c'est de mettre à niveau et en sécurité ces ports en autorisant une extension modérée du port d'Argelès, qui pourrait passer à plus de 325 anneaux supplémentaires, une réhabilitation, une extension très modérée du port de Banyuls avec 75 anneaux supplémentaires, et puis donc sur Port-Vendre, à des fins plus économiques, là, la possibilité de créer un quai d'état marin à Port-Vendre. Alors bien sûr, ces mesures du SMVM, qui sont très normatives, laissent aussi la possibilité de créer d'autres types d'équipements plus ou moins liés à la mer sur le plan juridique, la création de ports secs, d'aires de stationnement saisonnières pour les embarcations légères, mais aussi la possibilité de moderniser, voire d'améliorer les cales de mise à l'eau. Alors, toutes ces mesures très normatives, comme je le disais, sont évidemment autorisées avec un objectif de renforcer la qualité environnementale des services portuaires. Et puis donc, ces projets, on pourra peut-être y revenir après dans le fil de la discussion, sont soumis les uns les autres à un certain nombre de préconisations et de prescriptions spécifiques. Autre point d'équipement d'interface, c'est la gestion des plages et des activités balnéaires. Le SMVM prévoit, dans un certain nombre de situations, la possibilité d'élaborer des schémas d'aménagement de plages, tels que le définit d'ailleurs la loi littorale, pour en fait traiter plus précisément des activités autorisées ou interdites sur ces secteurs, en particulier sur les plages nord d'Argelès-sur-Mer, sur la plage de Bernardy et de Perfit.
Et conformément au décret qui fixe le contenu d'un SMVM, donc notre schéma de mise en valeur de la mer fixe les vocations des différents espaces maritimes et il identifie notamment les principaux sites de plongée, les différentes vocations spécifiques, notamment les plages dédiées au sport nautique, au kitesurf ou que sais-je, et des chenaux d'accès à la mer.